Mesa, c'est Gisèle Billan, assistée de Didier Blons à la réalisation. Parole d'assaut, aujourd'hui nous recevons l'association SHTSF. Nous sommes dans notre studio en compagnie de monsieur Pierre-Antoine Dumarquet, vice-trésorier de cette association, et de monsieur Alain Lecomte, trésorier de cette association. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce nom SHTSF ? Que signifie-t-il, messieurs ? Eh bien, SHTSF signifie Société Havraise de Télégraphie Sans Fil. C'est une appellation qui a été donnée dès sa création en 1921 par ses fondateurs. La SHTSF était considérée comme une société savante, c'est-à-dire une association qui regroupait des experts et des amateurs éclairés qui faisaient des travaux de recherche originaux. D'accord. C'était des enseignants qui étaient autour de ça à l'époque ? C'était des chercheurs ? C'était des passionnés ? C'était quoi ? Alors tout à fait. Cette association a été créée à la demande à l'époque de la municipalité du Havre, dans un objectif de vulgarisation scientifique, puisque la TSF, la radio, c'était quelque chose qui était naissant. Et pour ce faire, les édiles havrais avaient sollicité un professeur du lycée de garçons du Havre, aujourd'hui le lycée François Ier, bien connu des Havrais, qui était un certain monsieur Raoul Sénactali. Et ce monsieur était un professeur de physique qui a eu une histoire personnelle tout à fait intéressante. Il était fils d'une esclave à la Martinique, et il avait échappé à la catastrophe de la montagne Pelée, et il avait été élevé par une personne de sa famille, et il était devenu professeur agrégé de physique. Il était arrivé au lycée François Ier, il a eu ensuite une carrière tout à fait extraordinaire. D'accord. Aujourd'hui, quel est l'objet principal de l'association ? Eh bien, l'association, c'est de réunir des passionnés d'émissions, de réception, et plus généralement, toutes les personnes intéressées par l'électronique et l'informatique. D'accord. Le public est vaste ? Le public est vaste, ça va des jeunes depuis, on peut dire, 14-15 ans, jusqu'à, je crois que notre aîné doit avoir 88 ou 89 ans. Un gamin. Un gamin. Je crois que vous avez des petits noms de code tous les deux ? Tout à fait. Alors Pierre-Antoine, lui, c'est FE6CYK. C'est si mignon. C'est gentil, hein. Et mon indicatif personnel était F1BGI. Donc, ça commence par F, qui est l'indicatif des stations françaises. D'accord. Alors, on peut peut-être raconter une petite anecdote à ce sujet-là. Allez-y. Puisque au tout début de l'émission d'amateur, lorsque l'administration a commencé à organiser l'occupation des ondes, il a fallu donner un indicatif, c'est-à-dire un identifiant qui permettait de reconnaître les différents opérateurs sur les ondes. Et donc les premiers indicatifs amateurs commençaient par le nombre 8. Il y avait F8A, enfin 8A, 8AB, etc. Et ce chiffre 8 avait été donné en souvenir des radiotélégraphistes de la Grande Guerre, puisque en fait les sapeurs télégraphistes, comme on les appelait, provenaient du 8e régiment de sapeurs télégraphistes, devenu le 8e régiment de transmission par la suite. D'accord. Et donc c'est en souvenir et en mémoire de ces grands anciens que les radioamateurs ont reçu un indicatif commençant par le chiffre 8 et ensuite qui est devenu F8, etc. Et comme les indicatifs ont été distribués assez rapidement, il y a eu ensuite les F3, puis les F2, il a fallu puis les F6, élargir. etc. Voilà, absolument. Élargir, oui. Est-ce que, messieurs, vous vous considérez comme des passeurs de mémoire ? Alors, oui, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire ? Parce que nous avons effectivement un patrimoine que nous resterons d'appareils anciens, mais nous ne nous limitons pas à ça. Nous formons aux techniques nouvelles, et c'est ce qui nous fait progresser et faire venir des jeunes adhérents. D'accord. Vous avez un local ? Oui, on a un local qui est situé à Pleumont, sur les hauteurs du Havre, ce qui est très bien pour nos antennes. Bien sûr. Et puis, c'est un local qui est mis à disposition par la ville du Havre, gracieusement. On a à peu près 80 mètres carrés de surface. Donc là-dedans, on a un atelier qui permet tous les lundis après-midi de réparer nos vieux postes
Et on a également un local où il y a la station qui permet de communiquer avec le monde entier. Vous trouvez des pièces facilement ? Oui, on a un réseau. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, je vous écoute. Je pense qu'on peut aussi dire que par nos activités, nous sommes depuis notre création en 1921 des préfigurateurs des modernes geeks. Oui. Et en fait, nous avons préfiguré les radioamateurs, les actuels réseaux sociaux, tout simplement, puisque des réseaux se sont constitués par nos moyens de communication qui étaient rudimentaires à l'époque et qui sont devenus ce que l'on connaît aujourd'hui. En fait, nous tentons de faire le lien entre le passé, le présent et le futur. C'est génial. Êtes-vous en relation avec des institutions pour des projets particuliers ? Est-ce que vous avez devant vous des... Oui, par exemple, on est en relation avec les scouts lors des journées Jamboree. Tous les ans, les scouts, il y a une dérogation qui fait qu'ils peuvent causer dans le micro. D'accord. Comme les radioamateurs, mais il faut qu'ils soient accompagnés, bien sûr. Encadrés. Donc on fait ça avec eux. On participe avec l'association Mémoire et Patrimoine, notamment dans les journées du patrimoine. Alors là, on refait l'histoire de la radio durant la dernière guerre, avec tous les aléas, et on a pour cela reconstruit du matériel, notamment une valise de la résistance. D'accord. Qui permet de montrer comment les gens communiquaient à ce moment-là, notamment les résistants avec l'Angleterre. Donc vous avez des expositions communes, des croisements publics où on peut voir les deux associations qui se complètent. Tout à fait. Et nous sommes aussi en relation avec la Cité numérique du Havre, la French Tech, ainsi qu'avec le lycée maritime Anita Conti de Fécamp, et en particulier le BTS maritime maintenance des systèmes électronavals, qui a pris ses quartiers à l'École nationale supérieure de la marine marchande. Nous nous sommes d'ailleurs entendus avec les professeurs de cet établissement pour apporter notre concours aux élèves qui le souhaitent dans leurs projets techniques de fin d'année. C'est génial. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant CQ Serenade? Da-di-da-di-da-da-di-da, da-di-da-di-da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent CQ Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays. Le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di-da-da-di-da, da-di-da-di-da-da-di-da. On est content quand on entend ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle CQ Serenade. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. Messieurs, quel est le rôle de la SH-TSF dans la société du XXIe siècle ? On peut dire qu'en tant qu'association, nous sommes le lieu naturel d'engagement des citoyens pour promouvoir les causes auxquelles ils sont attachés, en organisant les conditions de leur épanouissement personnel. Pour ce qui nous concerne plus spécifiquement, le service amateur se définit comme un service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées par l'administration, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt. Nous sommes tout à fait dans cette logique d'instruction individuelle et partagée dans le domaine élargi de la radioélectricité et des techniques qui sont aujourd'hui associées, comme la micro-informatique. J'entends. Alors, une question qui va être très compliquée, mais je vais vous demander d'être des grands garçons sérieux. Pouvez-vous nous dresser succinctement
l'histoire de la radio. Là, j'ai peur, là. Succinctement. Alors, sujet très vaste, mais qu'on va essayer de résumer ici en citant uniquement les grands moments. S'il vous plaît. Et en s'excusant auprès des puristes qui connaissent un peu plus la radio. Les puristes vont pouvoir venir vous rejoindre parce qu'on va donner vos coordonnées plus tard. Oui. Mais voilà. Pour les néophytes. Alors pour les néophytes, la radio, elle a commencé comment ? Elle a commencé avec Hertz. Oui. D'ailleurs, mégahertz, c'est devenu le nom de l'unité de fréquence, de mesure. Donc en 1887, Heinrich Hertz, c'est un physicien allemand, et met en évidence l'existence des ondes radio. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne savait pas qu'on pouvait transmettre une information, un signal, d'un point à un autre, sans fil, sans quelque chose de concret. Donc, Hertz s'est appuyé sur les travaux d'un autre physicien qui était Maxwell, qui avait fait des recherches et qui avait démontré de façon mathématique que la lumière c'était une fréquence. Ouais. Et qu'il existait d'autres fréquences, et notamment après les fréquences radio ont été découvertes. Voilà, alors Hertz, lui, il a fait son premier test avec un éclateur, c'est-à-dire quelque chose qui génère des étincelles, et il avait comme récepteur une simple boucle avec au milieu un petit espace qui permettait de voir une petite étincelle. Donc quand il émettait avec son générateur à 10-15 mètres de distance, on pouvait voir une petite étincelle dans la boucle. Alors ça a été vraiment les prémices de la radio. Donc Hertz, faut savoir que c'était un juif allemand, il est mort très jeune, à l'âge de 34 ans, et il n'a jamais su l'étendue de sa découverte en fait. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc premier point, portée 10-15 mètres, pas plus. Alors il faudra attendre 1890 pour que Branly, alors là du coup c'est un physicien français, qui découvre la conduction de la limaille sous l'effet d'une onde. Alors en fait c'est un petit tube dans lequel on introduisait de la limaille avec 2 électrodes, et dès qu'une onde était générée, ce système devenait conducteur. Générer un déplacement. Voilà, donc Branly d'ailleurs a appelé ça le radioconducteur, et les Anglais, eux, ont appelé ça le cohéreur. Ce qui ne plaisait pas à Branly, du reste. Un petit mot sur Branly qui intéresse notre région havraise et la région de Fécamp, puisque en évoquant Branly, on peut évoquer la mémoire de Fernand Legrand. Le nom de Legrand est bien connu, la société bénédictine sur Fécamp. Et en fait, Fernand Legrand, qui était le futur directeur de la bénédictine, avait fait la connaissance d'Édouard Branly dans son laboratoire de l'Institut catholique de Paris. Et c'est de cette manière-là que Fernand Legrand devint radioamateur sous l'indicatif de 8IC, devenu ensuite F8IC. Et c'est à partir de sa station d'amateur, qui était une petite station d'une 50aine de watts, que sera créée la future Radio Normandie, qui a eu ses heures de gloire. Radio Fécamp, et ensuite Radio Normandie, qui a eu ses heures de gloire entre les années 1925 et 1939. D'accord. Branly a augmenté quand même la portée des ondes avec son système, puisqu'on arrivait après à quelques centaines de mètres. Oui. Et petit à petit, les perfectionnements successifs, ajoutés par des scientifiques de l'époque, et de toute nationalité confondue, permettront d'allonger considérablement les distances. Donc ensuite, on en vient à notre Français également, Ducretet. Oui. Ducretet qui lui a établi une première liaison entre le 2e étage de la Tour Eiffel et le Panthéon, je crois à peu près 3 km. Tu vas avoir à répéter les paroles de charmantes personnes. Et surtout, tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé, et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? D'autant plus que ces paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, Marconi, c'était en 1898. Alors ensuite, pour faire court, l'italien Marconi, qui était un très bon technicien, mais qui n'était pas du tout un physicien. Qui avait un chien.
Il n'avait pas un chien, oui, c'est ça. Sur l'étiquette. C'était la voix de son maître. Oui. Souhaitant trouver des applications pratiques, développe là le concept pour obtenir finalement en 1901 une liaison entre les Cornouailles en fait et l'Amérique. Donc là c'était plusieurs milliers de kilomètres. Ouais. Bon, j'ai passé des étapes entre nous. Oui. Donc ensuite en 1903, c'est le général Ferrier qui apparaît. En 1903, il faut améliorer les liaisons qui se font, puisque tout se faisait par fil. Et il met au point un nouveau système de détection des ondes, donc qui est encore meilleur que celui de Branly. Et c'est aussi grâce à lui que nous commençons à fabriquer des lampes. Oui. Les fameuses lampes qu'on trouvait dans nos postes de radio, les ampoules, qui servent les lampes de TSF qui cherchaient des lampes de puissance. Cherchaient à amplifier. Alors, lampe de puissance ou lampe de réception, il y avait les deux. Ferrier était parti aux États-Unis, et avait vu là-bas Lee de Forest, qui était le concepteur, etc. Et donc il a ramené l'information en France et il a fait construire par des fournisseurs d'ampoules d'éclairage, puisque c'était un peu le même concept. Il a fait fabriquer des lampes qui, paraît-il, d'ailleurs fonctionnaient mieux que les lampes américaines. D'accord. Ça, c'est le petit cocorico. Oui. Alors, avant les lampes, on utilisait ce qu'on appelait des émetteurs à étincelles. Oui. Et on peut vous faire écouter le bruit d'un émetteur à étincelles, puisque nous avons reconstitué, évidemment, les enregistrements n'existaient pas encore, sauf dans des conditions très particulières, sur des disques, etc., mais les circonstances ne l'avaient pas permis. Le dernier message envoyé par le Titanic, qui s'était fait en 1912, donc lors du naufrage du Titanic, qui s'était fait à partir d'un émetteur à étincelles. Et là, donc, on peut vous faire écouter ce bruit tout à fait particulier. Eh bien, nous l'écoutons maintenant. Ce général Ferrier, c'est un petit peu aussi grâce à lui qu'on a conservé la Tour Eiffel. Oui. Parce que c'était un ami de Gustave Eiffel et pour les besoins aussi de la guerre, on était approché de la guerre de 14 là, et il a monté sur la Tour Eiffel des grands câbles qui partaient de la tête de la Tour Eiffel pour arriver dans le Champ de Mars. Et avec ça, des émetteurs à étincelles, ils arrivaient à joindre nos colonies comme le... Ah, quand même. Ah oui, l'Algérie, et le Maroc aussi. On était sur des ondes courtes ? On était sur des grandes ondes là. D'accord. Donc il fallait des puissances considérables quand même pour porter. Donc c'était des émetteurs qui généralement sortaient dans les 200 kW quand même. D'accord. Donc c'était une étincelle qui devait faire à peu près 40 cm de long. Et c'était un bruit épouvantable parce que ça c'était sous le Champ de Mars, dans des souterrains. Et donc ça résonnait là-dedans et c'était l'enfer. Est-ce qu'on peut dire que les guerres ont fait avancer la radio ? Absolument. Ah tout à fait. Oui, malheureusement, ça a été... ça a fait avancer la radio, ça a fait avancer les techniques de radar également. Et ça, c'est ce que l'on démontre dans nos expositions. Voilà. D'où l'intérêt d'assister et de venir voir vos expositions. Alors, ça a été quoi l'étincelle pour vous ? C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui vous a amené à la radio, à la passion ? On en parlait justement juste avant de venir, c'est le mécano. Ah oui, oui. C'est le mécano. Alors, pour ce qui me concerne, je devais avoir une 12-13 ans, 11-12 ans plutôt, et j'avais un camarade qui était passionné par le mécano, et c'était la grande époque du Concorde, et il avait réalisé un Concorde en mécano. Oui. Et alors, il m'avait invité chez lui pour voir ce qu'il avait réalisé, et en venant chez lui, donc pas beaucoup de rapport avec la radio pour le moment, mais en venant chez lui, je vois un livre qui était sur sa table, et qui s'appelait Le Jeune Scientifique. Et dans Le Jeune Scientifique, que j'ai commencé à feuilleter avec beaucoup d'intérêt, il y avait la description d'un poste à galène. Alors ça, c'était extraordinaire, c'était formidable, parce qu'avec 3 francs 6 sous, je dirais, mais enfin avec très peu de choses, vraiment très peu de choses, des choses très élémentaires, quelques bouts de fil, un morceau de galène et puis un casque d'écouteur.
l'heure, eh bien, on pouvait recevoir la radio sans source d'énergie extérieure. C'était très écologique. Et c'était magique. C'était magique parce que le son qui était très ténu était d'une pureté absolument incroyable. Alors, à l'époque, il y avait les stations sur les grandes ondes qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui, ou sur les petites ondes, et on pouvait écouter effectivement sous les draps de son lit pour pas que les parents nous voient. J'ai fait ça, moi. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Je l'ai fait avec une pomme de terre et ça marche bien aussi. Ça marche bien avec une patate, une pomme de terre, effectivement, et avec un citron aussi. Ça marche aussi. Hein. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ensuite, vous voilà. Moi, c'est par le mécano aussi, bizarrement. Ah oui. Et moi, c'était un petit peu plus tôt, à l'âge de 8 ans. Alors moi, j'avais vu à la foire un jeu, on s'amusait. Alors, c'est un avion qui tournait, puis qui lâchait des bombes sur des choses. Et je me suis dit, il faut que je le fasse en mécano, ça. Mais alors pour ça, pour lâcher la bombe, il fallait un système d'électroaimant, donc de l'électricité également. Et donc, j'avais construit ça, j'avais 8-9 ans à peu près, j'avais mis ça dans le grenier chez mes parents. Et petit à petit, je suis venu aussi au téléphone, en allant dans les brocantes récupérer des vieux téléphones avec mon père. Et puis, j'avais installé un système de téléphonie entre le grenier et puis l'appartement. Et après, j'étais malade, mon docteur est venu, et puis il m'a donné un morceau de galène. Et puis il m'a dit, tu vas pouvoir construire un poste. Et puis c'est comme ça que ça a démarré un petit peu. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Est-ce que vous envisagez de créer des ateliers de découverte ou des classes de formation pour les jeunes ? En fait, nous avons déjà ce type d'action, puisque on parlait tout à l'heure du lycée maritime de Fécamp et de sa classe de BTS. Eh bien, nous avons eu l'occasion déjà d'animer ce genre de choses, de présenter nos activités. Et nous tenons à la disposition des établissements scolaires qui seraient intéressés par la découverte de nos activités, effectivement, en venant les présenter chez eux. Mais nous nous sommes mis également à la disposition des BTS de la marine marchande pour leur proposer, si cela les intéresse, de nous mettre à leur disposition pour leur projet de fin d'année, pour leur projet technique de fin d'année. Un auditeur qui serait intéressé par votre passion peut vous rejoindre ? Ah, tout à fait. La porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte, il suffit de venir nous voir. Alors comment peut-on vous joindre pour suivre votre actualité ? On a déjà nos sites internet. Oui. On a 2 sites internet. Allez-y. Le premier, c'est shtsf.fr. Ça, c'est plutôt la version radio amateur. Oui. Et vie de l'association. Et on a un deuxième site qui s'appelle les rétroactifs de la SHTSF et qui lui parle vraiment de radio ancienne. D'accord. Et nous avons aussi bien sûr un contact mail, contact@shtsf.com. Alors vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches matins, il y a une petite réunion conviviale, on accueille tout le monde de 10h à midi. Dans vos locaux ? Dans nos locaux à Applemont, au 25 rue des Iris. Merci. Près de la fabrique. Merci. Un jour sans toi. Vous entendez ? Cette chanson, c'est moi. J'étais la première à être enregistrée sur disque. Écoutez-moi bien. J'étais une bonne chanson. Et ce monde est triste. Un jour sans toi. Jolie, n'est-ce pas ? C'est un jardin sans fleurs. Quelle époque ! Un tableau sans couleur. Sans toi rien n'existe. Et ce monde Et puis, est triste sans toi. on ne m'a plus entendu. Et moi, tout doucement, je me suis endormi. Et subitement, Armstrong m'a réveillé et m'a chanté à sa manière. Écoutez, j'étais toujours une bonne chanson. Un jour sans toi, c'est l'été sans soleil, c'est la mer sans le ciel, sans toi rien n'existe, oh, le monde est triste. Sacré Louis, ouais. Un jour sans toi, c'est un jardin sans fleurs, bébé. Un tableau sans couleur, sans toi rien n'existe, et le monde est triste sans toi. Et puis, la guerre est arrivée. Tout le monde m'a oublié. Messieurs, quelle est l'époque de fabrication et de conception que vous préférez personnellement ? Ben moi je dirais toutes.
Non, avec une petite préférence pour l'époque, mais Alain va en parler mieux que moi puisque c'est sa passion, pour l'époque des premiers récepteurs à lampe, à tube électronique, enfin on appelait ça des lampes, parce que effectivement quand on fabrique aujourd'hui des matériels avec des transistors, des circuits intégrés, etc., ça manque en quelque sorte de vie. Alors quand on voit une lampe rougeoyée dans la pénombre, c'est tout à fait passionnant. Tout à fait. Moi, c'est cette époque-là, les années 1920, en fait. C'est ça. Les années 20, où on a, comme dit Pierre-Antoine, des postes. Alors, à l'époque, d'ailleurs, les postes, c'était une grosse boîte. Avec un œil magique. Ah, pas encore. Oui, non, plus tard. Pas encore, ça a été beaucoup plus tard. Mais par contre, les lampes n'étaient pas à l'intérieur de l'appareil, ils étaient sur le dessus. Oui. En plus, comme elles avaient une durée de vie assez limitée, il fallait les changer facilement. Voilà, c'est ça. Oui, tout simplement. Messieurs, quels sont vos moyens de financement actuellement, à ce jour ? Alors, les moyens de financement, d'abord, il y a la cotisation de chacun de nos membres. Voilà. On tourne à une 40aine d'adhérents. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a une subvention de la ville du Havre, qui nous a octroyé une subvention de fonctionnement. Et puis, on a eu, il y a quelques années, un gros projet pour rénover notre matériel informatique et notre station radio. Mmh. Donc là, on a monté ce projet et on a eu une subvention de la ville du Havre et une subvention de... À l'époque, les parlementaires pouvaient octroyer des subventions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et ce qu'on peut regretter. Je referme la parenthèse. Je crois qu'il faut remercier effectivement les pouvoirs publics de nous soutenir dans nos actions, même si à l'origine c'était une demande effectivement de ces mêmes pouvoirs publics pour dans un but d'éducation populaire. D'éveil. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas et nous sommes toujours soutenus à la fois par la mise à disposition de locaux et par l'octroi de subventions de fonctionnement. Si vous aviez un appel ou une demande à faire à l'antenne ? Nous recherchons toute documentation sur l'histoire de la Société havraise de TSF, toute documentation ou toute personne qui aurait pu connaître et qui aurait pu perdre les liens que soit elle-même, soit sa famille pouvaient avoir avec la Société havraise de TSF. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la coupure de la guerre qui a vraiment fait une rupture dans l'histoire de notre association, qui a eu 2 temps d'existence, en fait, un temps entre 1921 et 1939, et puis un temps après la reconstruction du Havre, entre 1947 et 1961, où ça a été assez flou d'ailleurs, l'existence de la Société havraise de TSF était confondue avec celle de la 17e section du réseau des émetteurs français, et il y a eu un renouveau en 1960, avec notamment des techniciens et des ingénieurs. Donc une résurgence de l'association. Oui, une résurgence de l'association qui existait toujours, je dirais, sous couvert du réseau des émetteurs français, mais qui est redevenue Société havraise de TSF en 1960. Quand on parle de radio, il y a bien sûr la radio qui émet des programmes, mais c'est aussi les radios amateurs. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs les différences entre la radio, la CB, des autres moyens de communication, assez succinctement, messieurs, s'il vous plaît? Oui, je pense que ce que l'on appelait encore dans les années 80 les CBistes, et qui s'appellent aujourd'hui plutôt les amateurs radio, il y a les radios amateurs et les amateurs radio, eh bien nous sommes, je dirais tous, des passionnés de radio et de radiocommunication. La dimension qui a pu exister à une époque, la dimension d'instruction individuelle et de formation individuelle était plus prononcée chez les radioamateurs, puisque nous avions un examen à passer, nous l'avons toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle la licence, enfin le certificat d'opérateur radiotélégraphiste et radiotéléphoniste des services amateurs, comme c'était appelé à l'époque. Et donc, effectivement, il fallait s'instruire avec une devise que Alain va vous rappeler. Alain La devise est 3C. Les 3C. Alors, les 3C, c'est comprendre, construire, communiquer. D'accord. C'est un résumé de l'émission d'amateur. Alors, ça, c'était vraiment la différence qu'il y avait dans les années 80. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. Et entre les radioamateurs et les amateurs radio, alors les radioamateurs sont effectivement autorisés à transmettre par l'administration et ont le droit d'utiliser un certain nombre de bandes de fréquences, alors que les amateurs radio sont limités aux bandes dites libres, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le 27 MHz, mais également aujourd'hui le 446 MHz. Mais les uns et les autres s'appuient aujourd'hui sur des relais sur Internet en particulier, ce qui fait que
et les uns et les autres, on a des possibilités de communication mondiale par ces moyens-là. Bien sûr. Est-ce que vous avez des besoins de matériel ? Est-ce que ça fait peur aussi comme question, parce que ça peut arriver par ça camion. peut arriver par camion, bien sûr. Notre local, je vous ai dit, il faisait 80 mètres carrés, il n'est pas extensible. Ce qu'on recherchait aussi, c'était un emplacement pour faire un musée. D'accord. Ça, c'était une première chose. Et on recherche, oui, toujours des anciennes radios qu'on peut restaurer, que nos adhérents restaurent tous les lundis après-midi. Vos centres d'intérêt s'arrêtent à quelle année ? Début des années 60 ? Début des années 60, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez donner de nouveau vos contacts à nos auditeurs, s'il vous plaît, messieurs ? Bien sûr, donc contact@shtSF.com pour notre adresse mail, 25 rue des Iris à Applemont, au Havre, donc pour nos locaux, le dimanche matin de 10h30 à midi, et puis donc nos deux sites internet. Qui sont shtSF.fr et les rétroactifs de la SHTSF. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci. C'était Parole d'Assaut. Aujourd'hui, nous recevions Monsieur Dumarquet et Monsieur Lecomte qui représentaient la SHTSF. Parole d'Assaut, une émission animée par Gilles Mézas et Gisèle Billan assistée de Didier Blons à la réalisation.